Salam alaikum. Donc, je tiens d'abord à remercier la force de m'avoir fait l'honneur de me demander de vous parler des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Je crois 30 minutes, c'est ça? Non, vous me dites, hein, moi je suis flexible, donc je peux faire ce que vous voulez. 30? Je ferai moins de 30. Ok, merci. Alors, pour parler des effets secondaires des vaccins anti-Covid, en fait, la question m'a été posée, est-ce que vraiment ce sont des effets secondaires réels? Parce que certainement, vous avez vu pendant 2 ans beaucoup d'effets secondaires, vous avez aussi lu pas mal de choses sur Internet, et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Je crois qu'il faut revenir au basique. Normalement, on a le droit de vendre un vaccin qu'après homologation. Et l'homologation, normalement, se fait à partir des essais cliniques, phase 1, 2, 3, 4, etc. Et théoriquement, au bout de 15 ans, on a fait le tour de la question. Ça veut dire qu'on a vu un petit peu les effets secondaires qui se passent chez les animaux, puis après chez les humains. Mais ça n'empêche que, malgré ces précautions, qui n'ont pas été totalement respectées, hein, je l'avoue, pour le vaccin anti-Covid, pour des raisons d'urgence épidémiologique, on continue quand même à faire de la surveillance, qu'on appelle de la vaccinovigilance, après la commercialisation des vaccins, ce qu'on appelle la surveillance post-homologation. Tous les vaccins ont des effets secondaires. Il n'y a pas de vaccin qui n'a pas d'effets secondaires, comme tous les médicaments ont des effets secondaires, comme le pain en général, si vous le mangez tous les jours, si vous prenez 2 baguettes par jour, vous finissez au bout de 15 ans par faire une cirrhose, hein, moi ça c'est classique, par lever de la stéatose et la stéatohépatite. Seulement, il faut, je crois, distinguer les effets secondaires qui sont très courants, supérieurs à 10%, notamment tout ce qui est fièvre, tout ce qui est atteinte locale, et puis après, fièvre courante, supérieure à 1%, mais inférieure à 10%. Les peu courants, en général, c'est entre 0,1 et 1%. Les rares, c'est 0,01%. Et les très rares, c'est moins de 0,01%. Donc, grosso modo, on tolère les effets secondaires classiques, et puis bien sûr, on cherche les effets secondaires rares, parce que de toute façon, ils ne vont pas apparaître aujourd'hui, et peut-être ils vont apparaître dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On va voir quelques exemples. Deuxième précaution qu'il faut prendre avant de dire c'est un effet secondaire d'un médicament, est-ce que vraiment c'est l'effet secondaire en rapport avec le principe actif, qui est classé par exemple par l'OMS classe 1, ou est-ce qu'il est en rapport avec la qualité du vaccin, chose qui n'a pas été remarquée à travers le monde avec la vaccination anti-Covid. Par exemple, on l'a remarqué avec la polio, par exemple, et certains vaccins de polio, ils ont entraîné des polios paralytiques. Et puis, les erreurs de vaccination, voilà, c'est surtout pour quand on a des vaccins multi-doses. Vous savez que pendant les 2 ans, on a utilisé grosso modo 3 vaccins. Et puis, on avait le Pfizer, bon, il était en immunodose, mais par contre, pour le Sinopharm en général, il y avait des flacons où il y avait 2 doses, 3 doses. Au moment de la manipulation, on peut faire des choses. Et puis après, les événements fortuits, ça veut dire qu'une personne qui se vaccine, mais en fait, il se contamine par autre chose et il va faire une autre maladie. Alors, après l'homologation en général, il y a des systèmes de surveillance. Bon, je crois que vous avez tous participé à ce système de surveillance. Il y a la surveillance passive, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais il y a aussi de l'active. L'active, donc, comme vous le savez, tout ce que vous avez déclaré comme effet secondaire est dans une base de données qui a été récupérée par le Centre national de pharmacovigilance antipoison et qui a été par la suite, bien sûr, diffusée. Je vous montrerai 2 diapos concernant cette histoire. Alors, la première des choses, je crois qu'il faut discuter, c'est qui doit évaluer le lien de causalité. En d'autres termes, quand quelqu'un vous dit il y a quelqu'un à Rabat qui est mort parce qu'il était vacciné, ou il a fait une paralysie parce qu'il a été vacciné, qui a le droit de dire est-ce que l'incident, c'est-à-dire la mort ou la paralysie, est en rapport avec la vaccination? Normalement, ça c'est la recommandation de l'OMS, c'est un comité d'examen des MAPI. Je vous dis tout de suite, on n'a pas eu ça au Maroc. Hein. Donc, un comité d'examen des MAPI qui théoriquement doit être, comme vous venez de vous voyez sur cette diapo, d'un infectiologue, un épidémiologiste, un microbiologiste, un immunologiste, un neurologue, médecine légale et programmation vaccinale. Voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Alors, deuxième chose,
Qu'est-ce que ce comité doit évaluer? Il doit évaluer premièrement le lien temporel, ça veut dire est-ce que la vaccination a précédé la manifestation indésirable? Deuxièmement, est-ce que la manifestation est survenue par coïncidence? Troisièmement, la preuve de l'association. Pour tout cela, on a vraiment des protocoles très bien précis. Les données factuelles précédentes, est-ce que on a rapporté dans la littérature un cas similaire, par exemple? Les données factuelles en population, est-ce que le taux, par exemple, de zona ou d'herpès n'a pas augmenté pendant la période de la vaccination, ce qui a été le cas d'ailleurs pour la Covid? Et puis la plausibilité biologique. Alors, il y a eu par la suite des bases de données de surveillance internationale. Par exemple, ici, c'est la base de données du CDC d'Atlanta, donc aux États-Unis. Vous pouvez aller, vous allez trouver tous les vaccins qui ont été déclarés par les Américains. Vous avez le DRA Vigilance, donc c'est la base de données européenne. Et puis après, vous avez, bon là, c'est, vous voyez, la base de données, donc il existe en plusieurs langues, de toute façon, en Europe en général. C'est facile parce qu'il y a toujours le français dans les bases de données européennes, ou du moins gérées par l'Union européenne. Et vous voyez un exemple, ici, il y a une comparaison entre ce qui a été signalé comme effet secondaire pour Pfizer et pour AstraZeneca. Là où quand même c'est 600 000 après Pfizer et 256 000 après AstraZeneca. Bien sûr, dans le document que vous pouvez télécharger gratuitement, il y a le détail. Il faut à ce moment-là comparer. Est-ce qu'on peut faire une insuffisance rénale après, par exemple, un vaccin avec Pfizer? C'est une question que je pose et je ne réponds pas à la question. Je vous donne deux exemples. Je ne sais pas si vous êtes au courant, donc on a beaucoup parlé ces derniers jours, ce qu'on appelle le syndrome de fuite capillaire. Donc c'est quelque chose de très connu par les internistes pour d'autres raisons. Et on a parlé de personnes qui ont développé des syndromes de fuite capillaire après vaccination par du Pfizer. Alors que les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, après bien sûr le signalement, n'ont pas démontré qu'il y a de causalité, en fait, qui ne sont pas en rapport avec la vaccination. Par contre, après le vaccin Janssen, on a décrit beaucoup de vascularites, et ça a été démontré, et même l'Union européenne, particulièrement bien sûr cet organisme qui s'occupe des effets secondaires de vaccins, a demandé au laboratoire de le signaler dans les effets secondaires de médicaments dans le prospectus, dans ce qu'on appelle les mentions légales. Et puis, si vous voulez avoir tous les effets secondaires dans le monde, vous pouvez aller dans la collaboration Brighton. Bon, là, vous avez tous les sites et toutes les déclarations, etc. Vous pouvez à ce moment-là vérifier ce que vous voyez comme effet secondaire. Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il n'est pas valable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça a été décrit ou non pas? Alors maintenant, on va essayer de faire un peu plus de détails. Alors, les effets secondaires, en général, vous avez tous vécu avec nous. Il y a des petites réactions cutanées, il y a une fatigue, il y a parfois un prurite. Il y a, pour le Pfizer, si vous avez suivi les enfants, donc de temps en temps, des adénopathies axillaires, tout à fait logique, hein, c'est une réaction immunitaire logique, des céphalées. Donc ça, c'est rien du tout. Ce qui a été constaté, justement, par le centre de pharmacovigilance. Donc là, c'est une diapositive, je vais vous montrer d'autres diapositives du professeur Soleimani, centre d'antipoison pharmacovigilance. Vous voyez, 45 millions de doses, et vous voyez, c'est 0,7%. Par 1000 doses, donc c'est rien du tout en termes d'effets secondaires. Le global, maintenant quand on le ventile par rapport aux effets secondaires, il y a moins des effets secondaires avec le Pfizer, mais attention, là le Pfizer, parce qu'on a prescrit, on a injecté très peu de doses, je crois qu'il y a moins d'effets secondaires avec le Sinopharm que par rapport à AstraZeneca, on peut dire ça aujourd'hui. Bon, les effets, vous les voyez, donc là c'est les effets classiques, hein. La fatigue, les douleurs, les céphalées, les vertiges, les myalgies. Au niveau international, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est une étude qui a essayé de comparer Moderna avec Pfizer. On trouve à peu près la même chose. Donc là, je crois qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, l'effet secondaire, à mon avis, qui vous a le plus dérangé, c'était l'histoire de... on vous a dit non, on va vacciner les personnes qui ont des œdèmes de Queen dans les antécédents, et l'urticaire, et particulièrement le choc anaphylactique. Alors, pour quelle raison? Parce que les vaccins que vous avez utilisés, ou du moins qui ont été utilisés les premiers, notamment le Pfizer, ils contiennent des substances que vous connaissez tous, que vous utilisez tous dans votre vie. Le PEG, par exemple. Le PEG, c'est un glycol polyéthylène et le sorbitol. Alors, pour vous dire, par exemple, le polyéthylène glycol, vous avez tous prescrit
de polyéthylène glycol pour préparer quelqu'un pour une colonoscopie. Donc s'il n'a pas fait d'allergie en général, il ne va pas faire d'allergie pour un vaccin qui contient du PEG. Mais vous l'utilisez aussi dans vos cuisines, parce qu'il est dans les détergents, dans les produits avec lesquels vous faites un polissage de surface. Il est utilisé aussi comme gel pour les gens, par exemple, qui font de l'échographie dans les cabinets. Le gel que vous mettez sur les malades, il contient du PEG. Mais aussi dans les shampoings, même dans les chewing-gums, etc. Mais bon, ça c'est un détail. Dans les dentifrices, il y a du PEG. Voilà, donc vous voyez, donc si la personne n'a pas fait beaucoup d'allergies dans sa vie, en général, il ne risque pas de faire une allergie avec le PEG. Le deuxième produit, c'est le polysorbate, pardon. La même chose, le polysorbate, vous le prescrivez dans les vitamines, par exemple, dans la vitamine D, dans les agents anticancéreux, dans les cosmétiques. Bon, c'est quelque chose qui existe, hein, c'est pas quelque chose de... un médicament que vous avez certainement énormément prescrit, c'est Zovirax, application locale. Le Zovirax, il contient de polysorbate. Donc si la personne n'a pas fait de réaction allergique, il n'y a pas de raison pour qu'il fasse un choc anaphylactique. Et puis, il y a des produits qui arrivent, que vous allez certainement utiliser à un certain moment, ce sont les biothérapies. La plupart des médicaments de biothérapie, là, le Prodalmilab, l'Infliximilab, etc., contiennent de polysorbate. Donc en général, je ne crois pas que... Alors, vous voyez par exemple l'AstraZeneca, il y a de polysorbate 80, pardon. Parce qu'il y a du 20, 480, 120, etc. Là, il y a des polysorbate 80. Alors maintenant, vous allez poser la question qui est classique hein, et qui est logique. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance si des personnes font ou pas d'allergie? Alors, dans le registre européen d'anaphylaxie en général, il y a très peu de cas. 7935 cas de choc anaphylactique enregistrés, 3 induits par le macrogol, par le BEG. Par le PEG, donc en général, c'est rien du tout, hein, 3 par rapport à 7930. Donc, il y a 2350 dans un autre registre, donc ça fait 0,3%. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un test? Non. Je crois que c'est très utile de vous rappeler que quand vous avez suspecté un malade qui a une allergie, ne vous amusez pas à faire un test avec le produit. C'est ce qu'on faisait, moi, il y a 40 ans, quand j'ai commencé l'infectiologie, on faisait un petit truc, on injectait un petit peu de pénicilline sous la peau et on voit est-ce que le malade va faire une allergie. Ça, c'est très grave, parce que le malade, il peut faire un choc anaphylactique. Les Américains le font parce qu'ils ont un allergène qui est purifié, qui est fait pour ne pas donner la choc anaphylactique, mais pour donner une réaction. Est-ce qu'il faut faire autre chose? Oui, je pense que c'est très important. Il faut éviter de refaire les tests et répéter les tests, parce que vous allez engrosser les gens pour rien du tout. Deuxième type de réaction que vous avez certainement beaucoup vu, c'est les réactions dermatologiques. Les réactions dermatologiques, il y en a énormément. Alors, premièrement, il y a des réactions immédiates, puis il y a des réactions secondaires et lointaines par rapport à la vaccination d'une part. D'autre part, il y a les réactions locales avec plus ou moins des effets secondaires, si vous voulez. Les réactions locales, donc on peut avoir soit une douleur, soit un érythème, soit... Mais les choses les plus intéressantes à mon avis, c'est surtout l'urticaire, dans les 48 heures après la vaccination, qui est relativement rare, c'est aux alentours de 5%. Après, il y a une éruption comme de l'éruption de la rougeole, qui est 4% à peu près dans toutes les statistiques. Bon, 1 à 4% pour ne pas dire, parce qu'il est moins fréquent, par exemple, dans la deuxième dose que par rapport à la première dose. Les poussées de maladies dermatologiques, ça on l'a constaté, les gens qui avaient des psoriasis, qui avaient d'autres maladies dermatologiques, on les a vaccinés, ils ont fait des poussées de maladies dermatologiques. Ça, c'est un autre aspect, hein, c'est le problème d'auto-immunité, il faut discuter après. Les lésions vésiculaires, le zona et l'herpès. Le zona et l'herpès, j'imagine que vous avez vu pas mal de cas de zona et l'herpès et les vascularités. Alors voilà, donc il y a même l'Académie américaine de dermatologie, elle a donné un acronyme, une abréviation pour parler de ces lésions qui sont fréquentes, ce qu'on appelle l'éruption papuleuse et en plaques secondaires à la vaccination. Donc vous voyez ici, donc vous avez trois aspects. Le premier aspect, donc, ce sont des papules vésiculaires. Deuxième aspect, c'est un pityriasis rosé-like, donc c'est comme le pityriasis rosé qu'on connaît tous. Et puis après, le dernier aspect, ce sont des papules squameuses. Et vous voyez, en termes de statistiques, on a énormément de VR-REP, mais le reste, c'est très rare. Par exemple, les pilus pingouides ou hypersensibilité cutanée ou le zona en général, c'est moins de 1%. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est quand on aura la réaction. Donc vous voyez ici,
Est-ce qu'on aura la réaction au cours de la première dose, la deuxième dose, et quand on aura la réaction, aussi bien en première dose et en deuxième dose, par rapport à la vaccination. Donc là, vous voyez pour les effets secondaires type réaction locale, 92% avec Moderna, 94% chez les femmes dans cette étude. Et en général, on a immédiatement la réaction, donc ça va de soi. L'urticaire en général, elle est plus tardive. L'urticaire est plus tardive, mais en général, ça se passe dans les 24 heures, parce qu'après se posera la question de lien de causalité. L'éruption morbilliforme, en général, on peut aller jusqu'à 5-6 jours. Et puis après, les réactions, ce qu'on appelle retardées, c'est à partir du 7e jour. La personne présente une réaction dermatologique une semaine après la vaccination. C'est ce qu'on appelle les réactions retardées. N'oubliez pas l'érythrémyalgie. Très gênant, hein, les gens ils vont vous dire que j'ai les mains qui sont très chaudes. Je suis obligé de les mettre sur le mur ou sur le sol pour les calmer, parfois même pour dormir. Bon, ça, c'est quelque chose de très connu par les internistes dans d'autres contextes, mais on l'a remarqué avec la vaccination anti-Covid. Alors, d'autres lésions, les bileuses par exemple, là vous voyez, donc ça a été démontré, et même il y a eu beaucoup d'études anatomopathologiques pour confirmer que c'est une lésion qui est bileuse. Là, c'est un exemple. Les vascularites. Alors, les vascularites, on en a eu pas mal, mais différents types. Mais les vascularites qui ont été le plus fréquemment vues sont les vascularites leucocytoclasiques. Vous connaissez, c'est basique, ça, le vascularite leucocytoclasique. Surtout avec l'AstraZeneca, plus avec l'AstraZeneca qu'avec le Pfizer. Et vous voyez une personne, bien sûr, vous connaissez le vascularite leucocytoclasique, donc probablement vous avez vu pas mal de vascularites. Les personnes, ils vous consultent pour un purpura des extrémités, purpura des membres inférieurs. Et si vous amusez à faire la biopsie, l'entomopathologiste va vous parler de vascularite leucocytoclasique. Bien sûr, quand le purpura est en rapport avec la vascularite. Là, vous voyez, donc on a une vascularite leucocytoclasique. Alors, deuxième aspect, vous voyez ce monsieur qui a une éruption qui est très étendue, mais qui est bien sûr concentrée au niveau membre inférieur et même au niveau des mains, même au niveau des fesses, confirmé aussi par l'anapathe. Alors, vous voyez cette dame, vraiment les deux pieds, si vous voulez, sont devenus vraiment rouges. C'est aussi confirmé. Donc, 71 ans, une femme qui a reçu une deuxième dose d'AstraZeneca. Et quelques jours après, donc, il fait cette vascularite leucocytoclasique. Alors, est-ce que les vascularites leucocytoclasiques sont, si vous voulez, tributaires de type de vaccin? Non, parce qu'on les a remarqués avec tous les types de vaccins. Avec le Moderna, avec le Pfizer, vous voyez ici avec le Coronavac, donc c'est l'équivalent de notre Sinopharm, avec le Janssen, etc. Donc avec tous les vaccins en général. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'herpès et le zona. L'herpès et le zona, parce que j'ai été interpellé plusieurs fois dans les groupes de médecins, ils me disent, oui, ils m'envoient des photos. Oui, c'est classique, hein, c'est classique, un zona ou un herpès après une vaccination, ça existe. Après une vaccination contre le corona, en général, c'est encore plus, vous voyez. C'est vrai que ce n'est pas très fréquent, mais quand même, c'est devenu plus fréquent que les autres vaccins, si vous voulez. Quand on compare le vaccin de la grippe par rapport au vaccin de corona, on parle d'autres vaccins, donc c'est plus fréquent dans la vaccination antigrippale. Bon, ça, vous connaissez l'aspect classique, donc la zona au niveau d'un membre supérieur, zona métamérique au niveau du thorax, si vous voulez, après une vaccination par la Covid. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que le temps entre la vaccination et le développement de zona, elle est variable. C'est-à-dire, elle est variable, c'est-à-dire quand vous avez ici en termes de jours, 0 à 5 jours, vous avez trouvé le maximum, mais quand vous dépassez un mois en général, c'est très très rare. Donc en fait, si une personne va faire un zona, il va le faire dans la semaine, voire dans les 10 jours après la vaccination. Mais après un mois en général, s'il fait un zona, probablement c'est en rapport avec l'âge, parce que vous savez que le zona il est directement lié à l'immunosénescence. Quand on vieillit en général à partir de 45 ans, notre système immunitaire devient défaillant, et à partir de 50 ans, chacun de nous peut faire un zona, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça, c'est les effets secondaires. Alors, deuxième grande partie, c'est les troubles neurologiques. Et vous étiez certainement très embêtés par les paralysies faciales, par les parésies, par les paraparésies, par les paraplégies. Bon, ça, c'est classique. Hein. Nous, en général, en infectiologie, en vaccinologie, après les vaccins, on peut avoir des Guillain-Barré, après le vaccin contre la grippe, contre le pneumocoque, contre pas mal de trucs, c'est très classique.
On a même, je vais montrer ça et je reviens en arrière, on a même une explication plus ou moins logique, par exemple. Le Guillain-Barré, par exemple, on sait que c'est l'imaglutinine dans la grippe. Dans la grippe, on sait que l'imaglutinine qui va induire, en fait, par ce qu'on appelle un mimétisme moléculaire, c'est-à-dire notre corps considère que cette protéine, on doit produire des anticorps contre notre moelle au lieu de les produire contre l'antigène, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une inflammation de la moelle. C'est ce qui se passe dans le Guillain-Barré. Alors, mais pour aller dans le détail, le Guillain-Barré, c'est quelque chose de classique dans le SARS, dans la maladie elle-même. C'est-à-dire même avant l'accès à l'épidémie, on l'a constaté dans le SARS-1, dans le SARS-2, etc. Et c'était une des causes classiques de Guillain-Barré, comme ce que vous connaissez par rapport à Campylobacter jejuni, parce que c'est le germe le plus incriminé dans le Guillain-Barré. Mais après l'épidémie, à partir de 2020, il y a eu une augmentation du nombre de cas, et c'est à partir de là on a commencé à compter le nombre de cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nombre de cas? Quand on trouve, on voit un petit peu ce qui se passe en France, dans la base pharmacovigilance française, jusqu'à 29 juin 2021, il y a eu à peu près 49 000 effets secondaires après vaccin, 0,1% de cas de Guillain-Barré. Moi, je vous dis 0,1 pour ne pas dire 69, parce que 69, ça paraît beaucoup, mais 0,1%, c'est rien du tout. Avec paralysie faciale, elle est plus fréquente chez les Français, moins fréquente chez les Américains, et plus fréquemment avec AstraZeneca. 44% AstraZeneca et 9% de Pfizer. Alors, la base de pharmacovigilance australienne, c'est juste pour comparer deux pays. À peu près la même date, 5 juillet 2021, 1 500 000 de doses d'AstraZeneca et 800 000 doses Pfizer, 14 cas de Guillain-Barré. Donc, ils ont estimé que c'est 1 cas pour 100 000 doses d'AstraZeneca et c'est 0,6 pour 100 000 adultes population. C'est-à-dire que ça vaut la peine d'avoir un Guillain-Barré si on sauve 100 000 personnes d'une forme grave, d'une maladie. Bon, cette revue systématique, il trouve à peu près la même chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a, si vous voulez, une fragmentation en termes de type de vaccin. Donc là, vous avez en premier lieu l'AstraZeneca, deuxièmement le Pfizer, après le Johnson et le Sinovac, c'est rien du tout, c'est 1 sur 39. Donc en fait, moi ça me fait plaisir parce que ce que je disais dès le départ, utiliser le Sinopharm, c'est le moins dangereux. Voilà, grosso modo. Bon, on va arriver à la question après, il n'y a pas de souci, je peux répondre aux questions. Alors, on a vu des choses plus compliquées, ce qui est dommage, parce qu'on a vu ce qu'on appelle, les neurologues qui connaissent très bien cette histoire, et ce qu'on appelle la polyneuropathie démyélisante inflammatoire chronique. Et là, c'est plus grave. C'est plus grave parce que ça donne un tableau équivalent à la sclérose en plaques. Même en termes d'IRM, vous voyez ce qui se passe en IRM, c'est à peu près comme la sclérose en plaques. Et ça, on l'a vu, si vous voulez, après la vaccination. Il faut savoir que si vous avez un tableau pareil, il faut... Pardon? Alors, ce cas que je suis en train de vous montrer, c'est Pfizer, je crois. Non, pardon, c'est AstraZeneca. C'est HADOX1, c'est AstraZeneca. Adénovirus, c'est AstraZeneca. Donc, ce qui est très important à connaître ici, c'est que si vous avez un début de truc comme ça, il faut faire des immunoglobulines. Voilà, grosso modo. Vous m'arrêtez, vous me dites s'il me reste un truc, il n'y a pas de souci. Donc, bon, ça, on l'a déjà vu. Alors ça, vous l'oubliez, parce qu'on parle beaucoup ces derniers jours du syndrome de Parsonage-Turner. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est les gens qu'à ce moment, ils vont avoir des douleurs très importantes de l'épaule avec une atrophie et tout. Mais en fait, il n'y a pas eu, on n'a jamais démontré la relation de cause à effet. Le syndrome de Parsonage-Turner, ça n'a pas été démontré. Donc là, on a décrit un cas, on peut discuter après, un cas d'encéphalite herpétique, d'ailleurs mortelle, chez une malade qui a été vaccinée par AstraZeneca. Donc là, vous voyez qu'on peut aller juste de l'herpès simple jusqu'à l'encéphalite herpétique, mais l'encéphalite herpétique, jusqu'à aujourd'hui, il y a un cas qui a été rapporté par une équipe iranienne. Mais il n'y a pas eu de cas, c'est vrai que le cas il est très récent, il date d'un mois, ça n'a pas été rapporté par d'autres équipes. Probablement, il y aura des réactions par la suite. Alors, au niveau de la thyroïde, donc on a deux choses. On a l'hypothyroïdie, particulièrement après une thyroïdite d'Hashimoto.
Mais on a aussi on a moins de cas de l'autre côté, c'est-à-dire on a aussi des syndromes de baisse d'eau après vaccination contre la Covid. Mais il y a très peu de cas. Vous voyez, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la littérature, c'est un cas, deux cas, un cas, deux cas, un cas. C'est rien du tout. Mais c'est des choses que vous devrez connaître, surtout par rapport aux gens. Moi, j'ai fait un diagnostic comme ça. Une malade qui arrive chez moi, il me dit voilà, depuis que je suis fait le maudit vaccin, je suis très fatigué. C'est le vaccin qui m'a donné ça, je n'arrive pas à travailler, machin et tout. Je demande un bilan, en tant qu'il était en train de faire une hypothyroïdie. Tout bêtement, on a traité l'hypothyroïdie, il a retrouvé sa vie. Même avec dépression, je me rappelle très bien, avec dépression, donc il a retrouvé sa vie. Donc en principe, il faut connaître qu'on peut avoir ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est un cas, un cas, un cas, un cas, donc c'est pas... Alors les myocardites, je crois que vous êtes très sensibilisés aux myocardites, particulièrement chez les adolescents, les garçons, après le Pfizer. Dans l'European Medicines Agency, donc en général jusqu'à fin mai 2021, ils ont fait 160 millions de vaccinations anti-Covid Pfizer, 19 millions Moderna, 40 millions AstraZeneca et 2 millions de Janssen. Bon, 122 cas par rapport à 400 millions de doses, c'est vraiment rien. Vous voyez, donc les péricardites aussi, mais on a moins de péricardites que les myocardites. Mais c'était prévisible. Donc, je peux vous expliquer par la suite pourquoi c'est prévisible. Parce que nous, en général, même dans la Covid, avant, quand je voyais les infections à SARS-CoV, même il y a 10 ans, je voyais pas mal de péricardites après SARS-CoV. C'est-à-dire les malades qui venaient me voir en consultation après une grippe et faisaient des péricardites, souvent on trouvait chez eux du coronavirus. Hein. Les anciens, hein, pas l'actuel. Avant l'épidémie, j'ai vu bizarrement 2 médecins avec péricardite, ils cherchaient le coronavirus, c'était un corona, hein, le corona classique. Alors ça, c'est le Canada. Canada, exactement la même chose, 40 millions de vaccinations, 164 cas de myocardite, péricardite, 111 cas après Pfizer, et 11 cas après AstraZeneca, 40 après Moderna. Alors le délai en général, c'est 5 heures à 82 jours. Voilà. Et surtout, ça c'est très intéressant à mon avis, parce qu'à ce moment, on vous a dit que c'est surtout après la deuxième dose. Et en fait, on a plus première dose qu'après la deuxième dose, mais bon, ça c'est un détail. Moi, ça, je passe. Bon, je crois la thrombose, vous avez tellement été imprégné de cette histoire de thrombose après le vaccin contre AstraZeneca. Vous connaissez très bien la question. Donc, le syndrome STT, c'est-à-dire les malades qui vont faire... Donc là, c'est intéressant pour voir que dans tous les pays en est décroissant. Donc vous voyez l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, vraiment les États-Unis, partout dans le monde, l'Inde, etc., ou même plus en rapport avec l'AstraZeneca, avec l'AstraZeneca exactement, mais on a aussi décrit avec Pfizer. Hein, parce qu'à ce moment, c'était vraiment la guerre contre AstraZeneca, mais bon, les thromboses, syndrome de thrombose, donc on peut les trouver dans les deux, là, vous voyez, dans la vigilance européenne, on a remarqué dans les deux. Comment ça se passe probablement, parce que ça c'est un schéma physiopathologique mais hypothétique, probablement au moment de l'inflammation, donc on va avoir une hypotension, etc. Donc ça c'est pour expliquer les thromboses au moment de la Covid. Donc du coup, les gens en général, notre corps essaie de fabriquer des thromboses après avoir rencontré des parties de ce vaccin, parce que comme avec le virus en général, on a cette histoire, donc on peut avoir la même chose. Donc là, si vous voulez, mais il y a une petite différence. Par exemple, avec l'AstraZeneca, on a ce qu'on vous a expliqué, une fois, professeur Alami de Paris, avec madame professeur Tazi, vous allez, donc infection des cellules endothéliales, protéines S, etc., IgG, PAP thrombocytopénie. Et vous voyez ici, pour le Pfizer, c'est directement protéine S. C'est ça la petite différence, mais je crois que il n'est pas vraiment de taille. Comment vous diagnostiquez les malades? Les malades après la vaccination, ils vont vous dire j'ai un mal de tête fou pendant longtemps, pendant une semaine, il fait une convulsion par exemple, il a une douleur abdominale, il a une douleur thoracique avec une polypée, parce que bien sûr là, le premier diagnostic c'est embolie pulmonaire. Vous faites un dosage des plaquettes, vous les trouvez bas, et après une élévation de dimère, et vous demandez directement le dosage de prothrombine que vous trouvez allongé et une diminution du fibrinogène. Et bien sûr, si le laboratoire peut le faire, vous pouvez confirmer par la recherche des anticorps
antiplaquettes, ce qu'on appelle les anticorps antiplaquettes, ou le facteur 4 antiplaquettes. Il y a un score que je vais vous laisser si vous voulez l'utiliser. Bon, ça c'est un détail. Et puis après, je crois que vous avez retenu la leçon. Devant un syndrome comme ça, il ne faut jamais prescrire, premièrement, de transfusion de plaquettes, même si le malade a une thrombopénie. Je crois que c'est très important parce que vous allez l'aggraver. Deuxièmement, pas d'anticoagulation avec les héparines. Troisièmement, traité par des fortes doses de gamma-globulines. Et puis après, bien sûr, on peut, en fonction de l'évolution du malade, ajouter des corticoïdes, etc. Et bien sûr, il faut toujours s'assurer qu'il s'agit de... Alors, voilà, donc je crois que tout ce que je vous ai raconté, ça peut impressionner, mais il ne faut pas quand même tomber dans le piège de dire aux gens, oui, il y a des effets secondaires, et nous retrouver l'année prochaine avec des mères qui nous disent, ah, il ne faut pas vacciner mon fils parce que je ne sais pas qu'est-ce que le vaccin va lui donner, est-ce qu'il ne va pas avoir une paralysie, est-ce qu'il va mourir. Je crois que c'est très important quand même de se rappeler que tous les pays où il y a eu cette hésitation vaccinale, notamment par exemple ici en France et les États-Unis, il y a eu des récidives, des épidémies, et l'épidémie la plus récente, c'est l'épidémie de la rougeole qui est en Europe et aux États-Unis. Merci. Merci.